Dans ce genre d'école, tes amis deviennent des concurrents. Tout ce que vous dites est tellement intéressant, ce qu'on débat du truc, que j'arrive... Je sais pas, je ne peux pas me diviser en deux. J'ai envie de suivre le truc, parce que là, vraiment, ça c'est bien. En plus, on est même pas à la moitié. Mais là, ça fait parler, en tout cas. Hein. Ils sont forts, Arte. Hein. Vraiment, là, on est sur... J'aime bien, de temps en temps, enfin, ça live react comme ça, que c'est pas juste du rigolo, mais où vraiment, on part dans les sujets, on fait papoter. J'aime bien, j'aime bien. C'était une bonne thématique, le travail. On la continue jeudi, en plus, mais plus sous un angle LOL. Cadre, non. Un, bordure entourant une glace. Un tableau. Voilà, merci. Merci, Eliotardi. On a enfin percé le mystère. Putain, c'est bon. Dans ce genre d'école, tes amis deviennent des concurrents. Ah, on parle d'école, là, on parle des études. Et si tu n'atteins pas un certain niveau, ça fait de toi un loser. On parle déjà que cette notion de toxicité du travail apparaît déjà aux études. Donc j'ai rien dit, les étudiants, vous savez déjà ce que c'est. Vous savez déjà un peu ce que c'est. C'est juste plus facile pour l'instant. Merci Lishfire pour... Oh là là. Mais merci Lishfire pour les 26 mois. Mais tu ne t'arrêtes pas. Hein, toi, on a eu tes 2 ans, je ne sais même plus. Ça me rappelle ce youtubeur qui était bien là, un créatif ou je sais plus quoi. Mais oui, bah, c'est fou. Hein, dommage, paix à son âme. Paix à son âme. C'est vrai qu'on fait des thématiques un petit peu qu'il aurait pu faire. À partir de là, on te réduit à ton échec. Ah, no bod. Énorme rêve. Bien. Les avocats, les médecins aussi. Et aujourd'hui, les développeurs, bien sûr. C'est la nouvelle référence qui fait non, mais si. Tout métier qui rapporte est un bon métier, peu importe le reste. Ou alors, il faut intégrer une grosse compagnie comme ça. From phobie scolaire to burn-out. Ah oui, alors c'est sûr. Parce que moi, vraiment, je me considère assez sensible au burn-out et je n'ai jamais connu ce que... Je sais même pas ce que c'est, la phobie scolaire. Enfin si, quand j'étais ado, en secondaire, la phobie scolaire, parce que bon, j'allais et on me frappait. Mais en supérieur, ça va quoi. J'avais pas peur d'aller... Après, j'étais dans une école d'art où on fumait des joints. Bon, ouais, c'est vrai que c'était pas dur comme étude. C'est vrai que c'était facile. C'est vrai que c'était facile. Ah non, ouais, je sais pas. Non, moi j'ai découvert vraiment le... Ah ouais, chaud de se lever et d'y aller, c'est que le travail. Moi j'ai pas associé ça à l'école, c'était plutôt chill. De mon côté, je m'en veux d'avoir raté les études et de bosser comme intérimaire, j'ai du mal à vivre avec moi-même. Ah ouais, bon après, est-ce que vraiment aujourd'hui les études amènent à des grandes choses Les grands groupes du moment. Et alors en vrai, à part pour les trucs très officiels, si vous voulez être genre... à part pour les trucs où t'es obligé de faire des études, genre médecin. La plupart des trucs. Non, parce que là, mon discours, on dirait que c'est ce que je vous dis. Suivez des formations en ligne. Ouais, non, c'est vrai. Non. Ah, tu es bien au chaud. Tu as réussi ta vie. Mais après, faire des études, ça amène à être cadre. Ah, c'est ça, oui, d'accord. Cadre, c'est quand t'as fait des études. Les gens font des crises de la quarantaine ou de la cinquantaine parce qu'ils n'ont jamais été libres de donner eux-mêmes un sens à leur existence. Oui, c'est vrai quoi, pardon, c'est vrai. On me disait qu'il fallait que j'intègre une grande entreprise, que je réussisse dans la vie. Il fallait que j'excelle en quelque chose, que je fasse carrière. Ouais. Mais comme tu l'as dit, sans vraiment savoir ce qui me motivait personnellement. C'est juste, c'est comme je ça, me suis quoi. perdu en route. Mon rêve, bien sûr, c'était de devenir footballeur. J'ai passé toute ma jeunesse à galoper sur les terrains de foot. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvé dans un bureau, assis sur une chaise toute la journée. Ce n'était pas ce dont j'avais rêvé. Ça a été un choc. Mais t'as fait des études de développeur au lieu de faire des études de footballeur. C'est malin. Il file les cons aussi. Imaginez passer 8 ou 9 heures sur une chaise. Il n'a pas été à l'université de footballeur. Dans un box, devant un écran, et devoir taper à l'ordinateur toute la journée. C'est quoi ce truc? J'entends des voix ou quoi?
Je suis en école d'art et on fume des joints, mais on doit aussi rendre des gros projets régulièrement. Donc oui, mais en école d'art, on reconnaît ça. Moi, j'avais la pression. Alors non, oui, je veux pas te faire peur, mais c'est vrai que si j'essaie de me remettre dans le moi du passé, sur le moment aussi, c'est vrai que je ressentais du stress et du coup que ah, et putain merde, il y a tout ça à rendre et tout, que ça me paraissait énorme. Et c'est vraiment le niveau très facile par rapport à la vie après, vraiment. Mais tu t'en rends compte après, c'est pas après tu travailles puis tu faisais oh la vache, et je stressais pour ça. Mais je comprends que là, dans cet état d'esprit maintenant, après, bon, dans le contexte où on est à chaque fois maintenant, tout est stressant. Moi, j'arrive encore de stresser aujourd'hui, alors qu'en vrai, souvent, je me dis, mais en fait, il n'y a aucune raison, on s'en branle, en fait. Donc, en fait, voilà, c'est une question de contexte aussi. Mais moi, j'ai de la chance, je suis en Belgique, le concept de CAD n'existe pas. D'accord, ok, Ultracels, on est d'accord, c'est pour ça que je comprends rien. On dit pas ça ici. J'ai pas l'impression qu'on dit souvent ça. On dit pas ça ici. Vous avez pas des statuts en Belgique? Bah, je sais pas. C'est vrai? Si, on dit ça en Belgique, il y en a plein dans ma boîte. Ah ouais? Vous mentez, arrêtez. Je veux la canne qui est cadre et qui veut pas perdre son statut. Non, mais à mon avis, il doit y avoir un truc qu'on dit le terme nous, mais en France, il doit y avoir le truc genre c'est un statut plus officiel et c'est géré différemment, administrativement, tout ça. Et ici, je sais pas s'il y a. Enfin, t'es juste en gros, t'es salarié et puis c'est tout, quoi. Non? Je sais pas. Hein. Et là, un type du service commercial débarque. Au lieu d'étendre notre activité à toute l'Europe, on va se contenter du Royaume-Uni. Mais il faut que ce soit fait dans les 2 mois. Et tous les soirs avant de me coucher, j'entendais ces trucs et je me disais, c'est quoi ce bordel? Tu termines une tâche, t'es content de toi. Et puis tu regardes le tableau et tu vois qu'il y en a toujours plus. Ça s'arrête jamais. Parce qu'ils se font un paquet de fric sur ton dos. Et puis les chefs te mettent la pression. Peu importe que tu sois heureux ou non, motivé ou pas, l'important, c'est que tu leur rapportes toujours plus d'argent. En fait, j'avais des acouphènes qui sont apparus durant cette période de stress. Oui, mais si tu vois ta to-do list comme un journal des quêtes, avec des quêtes principales et des quêtes secondaires, et que finalement le travail est un jeu. Non, pardon. D'un côté, je comprends mon chef. Son chef aussi lui mettait la pression. Et subissait, lui, celle des stratèges, qui cherchent comment rapporter toujours plus d'argent. Ça voilà, j'attendais que tu parles de cet aspect-là, qu'en fait il y a quelqu'un qui nous met la pression, mais en fait quelqu'un lui met la pression, et en fait quelqu'un lui met la pression, mais quelqu'un lui met la pression. C'est même le côté un peu même, et que ça c'est comme le côté qu'on se dit, oui, par exemple Mark Zuckerberg, dont on a fait une magnifique affiche jeudi dernier, et ben le côté qu'en fait même lui, alors que c'est il est genre riche et machin, Facebook, Justin Timberlake, tout ça, et ben en fait il y a des investisseurs derrière qui sont, oui, allez, ça va être rentable tout ça, sinon machin. Et donc lui il s'endort quand même en stressant comme un malade. C'est dingue. Donc finalement, à leur propre chef, les investisseurs. Et tout nous retombe dessus. C'est vrai qu'aujourd'hui j'explique tout super mal, vraiment comme un enfant. Mais... C'est à nous d'assurer, parce que c'est notre boulot qui rapporte de l'argent. Vous avez l'idée, je vulgarise énormément. Je parle de manière, voilà. Dans un état de stress et d'anxiété pas possible. Mais eux se fichent pas mal que tu craques. Merde, je crois. Ok, tu es viré. Il y a ma chaise qui est coincée dans mon tapis. On trouvera un remplaçant. C'est fini. C'est pas ce qui manque. Et voilà, c'est réglé. Ça va, c'est bon. Oui, à la fin, il y a quand même un sommet à cette pyramide. C'est vrai qu'à la fin, il y a des investisseurs mystérieux, dans l'ombre, très très riches, qui mettent leur argent dans des trucs, et peut-être à un certain stade après, eux, on leur dit rien. Peut-être. La plupart des gens viennent au travail avec l'envie d'être utiles. Ils ont un chat blanc sur les genoux, bah ouais. Encore faut-il que les consignes soient claires. Les gens doivent savoir... Chef du secteur bien-être au travail chez Gallup. C'est un Chief Happiness Officer.
voir ce qu'on attend d'eux. Et de nos jours, bien trop souvent, ils l'ignorent. C'est un institut de sondage, d'accord. J'ai acheté des actions d'une entreprise, j'ai appelé au téléphone pour leur dire de me passer la direction, car il devait me passer la direction, car j'étais au-dessus de la direction. Ah, oui, si vous avez des actions... Un des défis majeurs auxquels toute entreprise est confrontée est de ça existe vraiment, parvenir... il y a des gens dans le quotidien, là, vraiment, vous avez des actions, vous avez un portefeuille d'actions à mobiliser ses équipes autour d'un objectif commun. Cette mission délicate est assurée par le manager. Ouais. C'est à lui d'aider l'employé Il y à en a, voir en putain, quoi il y en a son qui ont des actions, il y en a qui ont un portefeuille d'actions. travail s'inscrit dans le tableau d'ensemble. Et vous n'êtes pas du tout ce que je crois en vrai, hein, ma commu là, franchement. Le plus souvent, il y a deux façons de devenir manager. Vous avez acheté un NFT quoi, ça va, vous avez acheté un NFT. Quand on les interroge, ces derniers disent de voir leur poste petit a à leur ancienneté, ça fait longtemps qu'ils sont dans l'entreprise, petit b à leurs bons résultats en tant que collaborateur avant de devenir manager. Pourtant, aucune de ces deux choses ne fera d'eux un bon manager. Les gens veulent devenir manager parce qu'ils espèrent être mieux payés, ou encore parce qu'ils ont envie de gravir les échelons. Voilà deux désirs parfaitement naturels et difficiles à réfréner, à moins qu'une autre voie permette aux collaborateurs individuels Des désirs naturels? d'accéder, en récompense de leur mérite, à un poste de haute estime. Pourquoi pas mieux payé que celui de manager? Parlez-vous les cadres. Il se peut qu'ils oublient de voir en vous des individus. Il se peut même qu'ils se fichent d'avoir affaire à des individus à part entière. Ils sont obnubilés par votre seul travail et perdent de vue vos perspectives d'évolution. Ce comportement abîme votre esprit d'équipe et affaiblit le manager lui-même. Mais le système est ainsi fait. Ou du moins, c'est un rite de passage qui est entré dans les mœurs. Et selon moi, c'est une des causes de notre souffrance au travail. Sur le plan financier, ça donne ça. Un collaborateur est promu au poste de manager juste parce qu'il fait bien son travail. Et on va le payer plus pour qu'il renonce à ce travail et en fasse un autre pour lequel il n'est pas qualifié. Ah, c'est énorme ça, voilà. Résultat, la productivité des membres de l'équipe baisse, mais on leur verse toujours le même salaire. Ils ont expliqué ça tellement simplement. De son côté, le nouveau manager doit montrer à son chef qu'il s'en sort. Pour régler le problème, il engage un consultant en management qui rédige un rapport sympa, mais souvent inutile. Et bien sûr, il faut payer le consultant. Je n'ai pas quitté mon travail. J'ai quitté mon chef. C'est vrai que dans beaucoup de cas, j'ai l'impression quand même que c'est le... Ce qui rend le truc le plus difficile, c'est quand la personne qui te dirige est insupportable. Hein. Au niveau mondial, le mauvais management coûte 7000 milliards. Vous savez combien ça fait, 7000 milliards? Putain, 7000 milliards. Et tu as réussi à tout faire en 2 mois? J'ai quitté l'entreprise avant. Bien joué. Ça, je sais pas. Je ne sais pas. Il va vraiment mal, lui. Il a oublié qu'il était dans le docu. Il était... Bien joué. C'est toujours en train de faire le documentaire, pardon. Je sais pas. Il est en train de visualiser. Je ne sais pas combien de managers. Franchement, je suis triste pour lui. J'ai envie de lui faire un câlin. J'ai envie en tout cas. Mais il n'y en a eu que 2, soit peut-être 10% d'entre eux, avec qui on pouvait avoir une vraie discussion personnelle. Il a 22 ans, ouais. Ce qui changeait tout dans ma façon de travailler. Ce qui a été le plus dur dans tout Il a ça, une petite écharpe aussi. C'est parce qu'il croit toujours qu'il a la grippe. C'est toujours pas encore complètement c'est ce accepté. sentiment d'être complètement paumé. Et je suis convaincu que c'est intimement lié à mon enfance. Ah oui, ok, ouais, ça devient deep. C'est celui qui a dit qu'il avait honte d'en parler au début, là, il devient...
à la façon dont je me suis construit en termes d'ego, d'estime personnelle, de confiance en moi. Je peux vous poser une question? Vous avez tous fait allusion à votre enfance, à l'idée que vous aviez de votre future vie professionnelle quand vous étiez enfant. Pour moi, il n'y a que lui qui l'a fait, ça. Est-ce que vous avez souvenir de voir vos rêves se heurter à la réalité? Vous avez pensé à ça quand vous étiez enfant? Moi, je saurais plus dire. J'ai repensé à ça. Comme je vous l'ai dit avant, je suis l'aînée de la famille. Et j'ai une petite sœur qui a 2 ans de moins que moi. On est très différentes. De nous deux, c'est elle la rebelle. Elle, c'est celle qui a passé sa vie à se chercher. Alors que moi, j'avais un côté plus raisonnable. J'étais celle qui avait de bonnes notes à l'école, celle qui fait ce que la société attend d'elle. J'en ai déjà parlé. J'avais le sentiment que mon chemin était tout tracé et que je n'avais qu'à le suivre. D'abord l'école, où j'aurais de bonnes notes, où je serais sage comme une image. Ensuite, bien sûr, j'irai à l'université, faire du droit, de la médecine ou autre, en bon petit soldat. Horrible les gens qui ont cette vie-là. Finalement, je me fais l'effet d'une enfant Pilule bleue dès l'enfance, ouais, très fort là. malléable, qu'on a remodelée Sage comme une image d'un cadre. jusqu'à l'étouffer pour qu'elle s'efface, qu'elle prenne moins de place. C'est de là que me vient cette impression de ne jamais être à la hauteur. Et c'est vrai, il y a quelque chose qui cloche chez moi. Quelque chose qui fait de moi un être foncièrement inadapté. Oh, ça va. Et c'est peut-être quelque chose que j'ai essayé de compenser en m'efforçant de réussir dans la vie. J'avais le devoir d'aller à l'université, de décrocher des diplômes, parce qu'il m'incombait à moi, Vanessa la raisonnable, de faire ces choses. Elle s'est mis une pression. Je faisais du patinage artistique. Je m'entraînais 6 jours par semaine. La concurrence était rude, mais c'était aussi très gratifiant. Toute ma vie, j'ai couru après les bonnes notes et les objectifs. Et quand les profs me félicitaient, ça me confortait dans ma démarche. Ça expliquerait aussi pourquoi j'ai choisi cette voie. C'était une sage décision, d'étudier le droit. Comme ça, j'aurais un bon travail. Ma famille serait satisfaite et je ouais, serais... c'est ça même dans ses loisirs, ses petits hobbies, elle met quand même des trucs de... Il y a de la compétition, quoi. à l'abri du besoin. J'imagine que, Patinage artistique. Comme quoi on peut pas se fier aux apparences, ah ouais? vu Quoi? les nombres Moi j'aurais dit sinon qu'elle faisait du cheval, d'heures quoi. qu'on va y passer, on espère tous faire un travail qui nous plaise vraiment. Mais quand tu te rends compte que ce n'est pas le cas, quand tu comprends que ce pourquoi tu as étudié toutes ces années ne te correspond pas, que tu fais un rejet total, en fait, ça te détruit. Quelle ambiance. Et puis un jour, j'ai craqué. Je suis entrée dans le cabinet de mon médecin, sans vraiment savoir ce que je faisais là ou ce que j'allais lui dire. Et une fois devant lui, j'ai éclaté en sanglots. J'ai vidé mon sac. Je lui ai dit tout ce que j'avais sur le cœur depuis toutes ces années. Ça m'étonnerait parce que c'est genre 15 minutes une consultation chez le généraliste. Tu peux pas arriver en chialant et en disant tout ce que tu as sur le cœur depuis des années. Hein. Il va falloir... Écoutez, bon, j'ai des patients. Vous allez rentrer chez vous avec des petits Xanax et puis ça va se calmer. Et puis vous allez voir peut-être quelqu'un de pertinent, genre un psy. Qu'est-ce que vous foutez là? Pourquoi vous chialez? Voilà ce qui s'est...
Parce que toute ma vie, j'ai été dans le contrôle. Elle a dit chez le médecin, ouais, c'est vrai que ça a dit chez le médecin. J'ai toujours cherché à tout contrôler. Elle a dit chez mon médecin, mais si elle va bien, elle n'a pas déjà un psychiatre, tu vois. Mais ça a été un immense soulagement de lâcher prise. De dire, j'ignore ce qui m'attend et je ne tiens pas à le savoir, mais s'il vous plaît, aidez-moi. C'est génial, moi j'adore la connue comme ça. Moi, c'est comme ça que je casse la vacuité de l'existence et tous les extants, faut que... Voilà, faut un peu... il faut reset, faut que toute la vie change un petit peu complètement partout, comme ça, on recommence tout. Et franchement, c'est pas mal, moi, je trouve. Rien à bâtir réellement, quoi. Vraiment, moi, je trouve ça sympa. Je la suis à fond. Ah. Merde. Une chose qui ne cesse de... C'est pour ça que je déménage souvent, ouais. Tenez. Non, c'est pas vrai. On m'a juste fait dégager, mais je serais bien resté où j'étais. C'est la façon dont on conçoit l'éducation. À croire qu'elle a été conçue pour tuer dans l'œuf la curiosité des enfants. Ah, on remonte dans le temps. Maintenant, c'est les enfants. Savoir à quel point, d'abord, on était le travail. Ensuite, les études. Et maintenant, on remonte jusqu'à vraiment dire, OK, mais en fait, est-ce que c'est pas dès qu'on est qu'on nous dit, hey, travail? Quand vous êtes à l'école primaire, on la chasse. Pareil, je recommence régulièrement ma vie en changeant de pays, d'identité, de métier, de femme et d'enfant. Ça coup de bâton. On tue cette curiosité naturelle qui est en vous. Une fois dans l'enseignement supérieur, cette curiosité est en partie réhabilitée, sans toutefois revenir à celle de vos 5 ans. On vous injecte juste la dose nécessaire à votre activité intellectuelle. Attends, quoi? Supérieure, cette curiosité naturelle. Quand vous êtes à lui, c'est l'expert un peu fou. Qui dit de manière très sûre de lui, il y a quand même des trucs qu'il a un peu pensé dans son coin, mais il exagère un peu, mais il est bien. On la chasse à coups de bâton. On tue cette curiosité naturelle qui est en vous. Okay. Une fois dans l'enseignement supérieur, cette curiosité est en partie réhabilitée. Ah oui, d'accord. Quand tu fais tes... D'accord, oui, c'est vrai. Jusqu'aux études supérieures, ça ne sert à rien du tout d'être curieux parce que tu vas juste apprendre de manière juste par cœur tout ce qui se passe. Et puis dans les études supérieures, peut-être vu que tu dois faire un peu plus... T'apprends une discipline et tu dois un peu plus réfléchir, machin, ok, ouais. Pour revenir à celle de vos 5 ans. On vous injecte... Et puis on l'enlève à nouveau pour travailler. Juste la dose nécessaire ça dépend. À votre activité intellectuelle. Beaucoup de rituels et de dispositifs du primaire ont pour but de... C'est David Graeber, j'ai bossé sur lui à la fac, c'est un anthropologue très reconnu dans son milieu. Et donc du coup, là, t'as libéré ta curiosité pour pouvoir faire ton travail sur lui. Préparer les gens au travail à l'usine. C'est pour ça que vous avez des sonneries. Oh putain, c'est génial! Comment les sonneries... Oh putain! Beaucoup de rituels et de dispositifs du primaire ont pour but de préparer les gens au travail à l'usine. C'est pour ça que vous avez des sonneries, que vous devez vous lever et passer d'une classe à une autre, alors qu'il n'y a aucune raison particulière de changer de classe. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi ça se fait encore? Ce n'est pas comme si la grande majorité des élèves actuels étaient voués à travailler à l'usine. Le gars est mort là, du Covid? Lui là, il est mort? Ah merde! Mais il vient de sortir le truc. Ah merde! Bah, paix à son âme, il avait l'air super. Encore. Ce n'est pas comme si la grande majorité des élèves actuels étaient voués à travailler à l'usine. D'accord, donc en fait, il est en train de dire que le système scolaire, quand on est en primaire et tout ça machin, était fait parce que ça a été fait au moment où il y avait beaucoup de gens dans l'usine et tout, au moment, comme ils expliquent au début, où c'était beaucoup créer des machines, des trucs, mais qu'en fait les gens le faisaient parce que c'était pour après un avenir où il faudrait plus travailler parce que les machines feraient tout. Et en fait, c'est resté dans les écoles ce truc-là machin, alors que maintenant, on est plus voué à faire des boulots de bureau que des boulots d'usine, mais c'est resté. J'en conclus qu'on nous prépare à une vie qui n'aura pas beaucoup de sens. Pour le reportage, quand même faire donc il faut pas la journée de tournage pour le reportage avec les bébés qu'on habillés en costard dans des petits blocs des petits trucs de bureau. Hein. Voilà.
On nous apprend à ne pas poser de questions là où toute personne sensée n'ayant pas subi ce formatage en poserait. Pourquoi remplir ce formulaire si ça ne rapporte rien qu'on le fasse ou non? Pourquoi rédiger ce rapport si personne ne va le lire? Ces choses que toute personne occupant un boulot à la con devrait dire mais ne dit pas, parce qu'elle sait que se taire fait partie du travail. Il joue super bien ce bébé. Si un type en blouse blanche ou sûr de son fait se présente, Nokia croît plus vite que jamais. Allons dans son sens. Oh là là, mais je viens de me souvenir d'un truc, quoi. De qui va voir là? T'en spoil pas. Les enfants comprennent qu'ils sont des êtres à part entière, distincts du monde qui les entoure, lorsqu'ils se rendent compte que leurs actions peuvent avoir des effets prévisibles. L'enfant agite les bras, ou il donne une pichenette dans un crayon, et le crayon posé sur la table se met à rouler. L'enfant comprend ce qui se passe, s'il recommence, le crayon roulera plus loin. C'est génial! Mon Dieu! Je suis un être à part entière. Je peux exercer un contrôle sur mon environnement. Ils se foutent de la gueule des enfants, là. Vous venez de comprendre que vous êtes un individu distinct du monde alentour. C'est spécial. Pour moi, ouais. Il y a, pardon, hein, mais je trouve qu'on a un peu trop élevé, on nous dit un peu trop qu'on est spécial et super. Je pense que c'est contre-productif. Après, bon, voilà. Je pense, hein. Moi, bon, je sais pas si j'aurais des enfants, mais si c'est le cas, je dirais, franchement, c'est ultra banal. Mais tranquille. C'est ok. Je pense que c'est le mieux à faire. Bon, après, je sais pas, je m'y connais pas. Si vous leur retirez ça, les gens craquent. Ils ne savent plus qui ils sont. On touche au fondement même de notre humanité. C'est bien d'être bof. Voilà, c'est ça. Tranquille. Tranquille. On devrait commencer par repenser notre façon d'attribuer sa valeur au travail. On en est au point où des millions de personnes partout dans le monde partent travailler chaque matin avec le sentiment que ce qu'ils font n'a aucun sens, aucune valeur sociale. Il y a un fossé entre ce que le marché, le monde économique estime être de valeur et ce que les gens, au fond d'eux, considèrent comme précieux. L'inadéquation est totale et on sent bien que il est très fort, hein. Ça ne tourne pas rond. Cette sensation vraiment d'être inutile, c'est dur. En fait, tu peux essayer de te concentrer pour faire non, mais si, en fait, je suis quand même utile parce que machin, mais en vrai, franchement, si t'es honnête avec toi-même, franchement, c'est dur. À part, je sais pas, si tu sauves des vies, je sais pas, bon... C'est compliqué d'avoir un travail qui est vraiment utile, en vrai, je trouve. Qui est vraiment utile. C'est vraiment dur, quand même, d'en avoir un. Même si t'as l'impression que ça fait tout ça, que machin, mais en fait, non. En fait, c'est pas utile. Mais alors après, qu'est-ce qui est vraiment utile, société? Société, qu'est-ce qui est utile, en fait? Qu'est-ce qui est utile? J'arrête. C'est quoi utile? Faut définir. Ouais, c'est ça, en fait. Et là, après, c'est compliqué. Je m'arrêterai là parce que... Ils ont dans l'idée que... Les pompiers, oui, ok. Oui, c'est vrai, les médecins, oui. Les pompiers, les médecins, je suis d'accord, oui. Boulanger. On peut vivre sans pain. Ah, c'est plein de blé, c'est plein de gluten. C'est pas... Moi, là, franchement, par exemple, en ce moment, je mange plus de pain et ça va. Non, pas la police, non, bien sûr. Non, ben non. Les profs, ouais, oui. Oui, voilà, tout ce qui peut être dans le social, la culture, je suis assez d'accord. Mais tout ça est très subjectif, en vrai. Hein. Est-ce qu'on peut vraiment dire
Les streamers, voilà, pas du tout. Pas du tout. Finalement. La modération, allez si, oui. Le travail, le vrai, répond aux besoins des gens, à leurs désirs. Qu'il s'agit aussi de nourrir ce quelque chose en nous que nous, êtres humains... J'ai un pote sapeur-pompier à burn-out, mais ça tu m'étonnes, mais ça a l'air horrible. C'est genre, tu te lèves la nuit sans le savoir, machin, après tu glisses sur une rampe. Ce qui est bien, c'est que tu glisses sur une rampe. Mais bon, les œnologues, voilà. Les œnologues, alors là, mais eux sont vraiment dans le top 1 de l'inutilité. Vraiment, il n'y a pas plus inutile. Là, vraiment, on vient de toucher... Là, t'as mis le doigt dessus. Les œnologues. Alors eux, là, on connecte avec ce que je dis. Souhaitons cultiver. Quand tu arrives dans les ombrologues, bien sûr. Ils te laissent croire que c'est toi qui as de la chance de travailler là, d'avoir été Non, c'est les ombrologues plus que les œnologues et que les patrons parce que c'est de l'art, c'est artistique, c'est une performance. Je classe ça dans... Voilà. Ça, on a besoin de ça. On a besoin de tout ce qui entre dans... Voilà, dans l'art, quoi. Dans ce qui fait rêver, quoi. Choisi par eux. Sinon, il y a quoi? Sinon, il reste quoi? LinkedIn? Il reste les coachs en développement personnel, quoi. Non, tu n'as pas postulé pour ce poste. Ce sont eux qui t'ont, pour ainsi dire, repéré, comme par miracle. Le domaine de la construction, parce qu'il faut des maisons. Ouais, mais s'ils n'étaient pas là, on apprendra à construire nous-mêmes. On serait tous comme Marc-Emmanuel, quoi. Et puis, on ferait nos maisons, quoi. Et puis, le marché de l'immobilier serait pas autant inaccessible. Voilà, mais ouais. Eh, vous voulez entendre des vérités? Venez ici tous les mardis, jeudis et dimanches à 22h. Je connais le monde. Tu es l'élu qui a l'honneur de travailler pour eux. À partir de là, tu es prié de faire passer ta vie personnelle après celle de l'entreprise. Tu n'as plus d'identité propre. Ton entreprise est ta raison d'être. T'as reçu le bouchon? C'est que tu vas te marier. C'est quoi cette histoire? En Italie, si tu ouvres une bouteille de Prosecco et que le bouchon te tombe dessus, ça veut dire que tu vas te marier. Alors elle a vraiment gardé les habitudes des anecdotes qu'on dit dans la salle de pause, dans l'open space, dans les bureaux. Hein, par contre, là, elle est vraiment sur ces sujets-là. Hein. On entend ce genre de truc que au travail. Hein. C'est ce qui se dit. C'est bizarre, mais bon. Comme pour le bouquet de la l'anecdote qu'a mariée. faite. Oui, c'est ça. Mais avec une bouteille de vin. Mon petit ami m'a dit, c'est trop mignon quand tu parles néerlandais. On dirait un enfant, tu sais. Ça me fait tellement envie. Je n'ai pas spécialement envie de me marier, mais d'entendre ça... J'ai vécu 3 réorganisations en 3 ans. J'ai vu des collègues perdre leur travail, des collègues en larmes, virés après plus de 20 ans de bons et loyaux services. Mais c'est plus les gens du début, quoi. C'était une soirée entre amis, là? Dans ma tête, je me disais... On l'a suivi jusque chez elle, l'autre on l'a suivi jusque sa voiture, et l'autre on l'a suivi jusque chez elle. Tu leur donnes le meilleur de toi-même. Mais garde à l'esprit qu'un jour, toi aussi, ils t'appelleront pour te dire que tu as une semaine pour vider ton bureau. Il y avait aussi la pression sociale due à mon âge. C'est toujours gênant d'entendre ta mère te dire au téléphone « C'est pour quand ce bébé ? Tu y travailles ?» Quelle horreur, ça existe vraiment, ça? Non, je préfère d'abord acheter une maison. Ah. Elle a quand même pas tout... Non, je préfère faire une des autres étapes qu'en général, on nous apprend à... Non, je préfère d'abord acheter une maison. J'ai été en couple pendant quelques années. On vivait ensemble et on avait décidé de fonder une famille. Mais nous ne pouvions pas acheter de maison parce que nos revenus n'étaient pas assez élevés. C'est pas grave. De nous deux, c'est moi qui avais le meilleur poste et le plus gros salaire. Et je me disais, si j'échoue au travail, on ne pourra pas s'acheter de maison et fonder une famille. Et quelle horreur. Ce sera de ma faute. Le soir, j'étais stressée. Et au boulot, ah là là, si je foire, on va pouvoir acheter une maison. Je ramenais du travail, et fonder une donc famille. Je n'étais pas beaucoup là pour mon conjoint, pour notre couple. Pardon. Et ce qui s'est passé, c'est que je travaillais. C'est des objectifs de vie tout à fait légitimes. Il n'y a pas de honte.
Du coup, ma vie personnelle a volé en éclats. J'étais vraiment dégoûtée. J'avais travaillé dur pendant plus de 10 ans. Je voulais me poser, avoir des enfants, ce genre de choses. Et je ne pouvais pas. Elle voulait. Attendez, il y a 3 gens qui ont réagi au même truc, là j'ai envie de le lire là. C'est quoi? Abonag. En entretien, j'avais 28 ans et le mec me dit « Vous avez des enfants ?» Je dis non et ce n'est pas d'actualité. Et il répond « Attention à l'horloge biologique quand même. » Ah non, quelle horreur, ah non. Oh, quel enfer. Ah bah oui, mais les vieux patrons là, les... Ah, c'est terrifiant. C'est terrifiant. 28 ans, l'horloge biologique. Les entreprises sont des rois nus, comme bientôt sera périmé. L'empereur du comte d'Andersen. Tout repose sur des promesses en l'air, sur ce que l'on fera à l'avenir. Les procédures de réorganisation, de restructuration, de rationalisation ou d'optimisation sont constantes. On licencie, on embauche, on renouvelle la signalétique. Mais finalement, rien ne change ou presque. Et c'est source de souffrance. Des gens perdent leur travail et généralement, la suite est aussi c'est qu'à un moment, les boomers ne vont plus être en entreprise à un moment, et c'est vrai. Extrêmement éprouvante pour ceux qui restent. Souvent, ces mesures... Ah non, mais si vous partez sur ces anecdotes-là, ça c'est horrible. On a demandé à une amie de ma mère si elle avait fini de pondre en entretien d'embauche. Est-ce qu'il peut y avoir l'inverse aussi, des gens qui prennent pas parce qu'ils disent ouais non mais si à un moment bon ça met une pause à votre boulot là, bon c'est chaud, on peut pas, il y a ça aussi pareil. Sont prises non pas par nécessité économique, mais parce que le PDG doit montrer que ça bouge. Ah oui, donc faut que les gens, faut qu'il y ait du roulement. 60% des mesures de réorganisation n'apportent aucune amélioration. Oui, mais ça permet de gens après comme ça qui se font un petit chômage avec le motif et réorganisation. Ceux que ça impressionne, ce sont les analystes financiers qui fixent ou contribuent à fixer par leurs recommandations la valeur de l'action. Les performances de l'entreprise n'ont pas vraiment évolué, mais l'action prend de la valeur parce que l'avis émis séduit les marchés financiers. Par conséquent, le PDG, dont la rémunération est souvent indexée sur le cours des actions ou des stock options, voit ses... C'est vraiment trigger, ça maintenant, il y a un réflexe d'analyste financier. Revenus augmentés. Je vais pas aller au Yémen. Un des aspects les plus pernicieux de notre système économique actuel est que plus votre travail profite aux autres de façon J'ai envie de lire votre témoignage, mais ça m'épaule sous le temps. Mais attendez, j'avais un formateur qui était chef d'un magasin de chaussures qui a viré une meuf parce qu'elle avait dit qu'elle comptait pas avoir de gosse et quelques mois après, elle était enceinte et il l'a virée. Ah ouais. Genre, il fallait qu'elle prévienne, quoi. C'est évidente. Plus votre travail a un effet bénéfique clair et indéniable sur votre prochain, plus celui-ci sera mal payé. Vous spoilez le live de jeudi, arrêtez tout. Non, parce que je crois que ce serait pas des... Moi, je les ai vus, les trucs. C'est plutôt à chaque fois des anecdotes un peu rigolotes, un peu waouh. C'est peu de souffrance. En même temps, ça c'est aujourd'hui. C'est jeudi le live dinguerie. Alors attention, moi je n'en sais rien, ça dépendra des gens. Ne leur mettez pas la pression. Si vous regardez les courbes, en gros, les salaires restent stables alors que la productivité croît fortement. Mais alors, où sont passés ces bénéfices supplémentaires? Eh oui, dans la poche des CEO. Là encore, on a tendance à se raconter des histoires, cette fois pas totalement fausses. Ils ont été injectés dans les marchés financiers. En fait, ils sont allés aux 1% les plus riches, qui spéculent avec. Oui, bon, c'est pas faux.
Ah, il y a une pub, il y a une pub. Attendez, je veux pas que vous ratiez, vous inquiétez pas, les pubs aides, je suis là, je suis là. Je vous tiens, je vous tiens. Fluffy, ça va? Toi, tu travailles pas, toi? T'es tranquille? Toi, t'es tranquille, toi. Toi, tu t'en fous, toi, t'es ici, t'as la bouffe, tout ce que tu veux, voilà, quoi. Rien à foutre, le gars, il sait même pas ce que c'est. Il fait coucou à qui? Je fais coucou à mon chat. Le gars, il se rendort, il se recouche, il en a rien à branler. Il en a strictement rien à branler. Voilà. Un jour, quand je vais lui dire, bon, eh ben là, désolé, va travailler, sinon, bah voilà, il va rien comprendre. Ah, il profite trop du système, Fluffy, quoi. C'est bon, là? Parce que souvent, vous dites pub, mais après, vous dites pas quand c'est bon, du coup... Ah, voilà. Du coup, je sais jamais quand je dois remettre. Il y a cette espèce de moment gênant, genre... J'ai fait ce qu'il fallait pour avoir une vie confortable. J'ai fait des études et trouvé un emploi dans une société. Je rêvais d'acheter une belle maison. Oui, j'aurais profité d'être seule pour voyager. Elle veut vraiment être propriétaire, hein, vraiment. Et ensuite, j'aurais fondé une famille. C'était mon grand rêve, mais il était illusoire. Ah, elle veut... oui, mais elle veut toujours. C'est juste qu'elle peut plus avoir accès parce que le travail, c'est chiant. Les millennials sont 40% plus pauvres. Allez, dans votre gueule. Allez. Dans votre gueule direct, ça. Les millennials sont 40% plus pauvres. Et bam! Que leurs grands-parents, que leurs parents ou grands-parents au même âge. Ah oui, on a compris. On a compris le... Et du coup, il dort en dessous d'une maison cassée. Ouais. D'avoir sacrifié une bonne partie de ma vie personnelle pour ne finalement rien obtenir m'a complètement sidérée. Mon cerveau s'est arrêté de fonctionner. Aujourd'hui encore, je me dis que quelque chose s'est brisé dans mon cerveau sans que je comprenne comment c'est arrivé. Ça fait 15 ans que je suis locataire, j'avoue que c'est un peu un rêve maintenant. De quoi Ah, c'était une réponse à quelqu'un? Ah merde, je sais pas. Non, mais le fait d'acheter un truc, là, bien sûr, en fait, c'est pas ça qui est critiquable, hein. Bien sûr que c'est plus pratique de posséder son bien. C'est juste que, je sais pas, moi, j'ai vraiment un truc de... Mais c'est tellement impossible que viser ça, maintenant, c'est bizarre, quoi. Ça, c'est plus... pour moi, c'est dans la même logique que, ouais, en fait, je vais avoir un travail, je vais bien l'aimer, mais je veux aussi pouvoir acheter... c'est impossible, quoi. C'est fini, tout ça. Et nos grands-parents, en un an, ils l'ont payé, la maison. Hein. En un an, ils l'ont payé. Aujourd'hui, c'est toute une vie. Hein. C'était stupéfiant. J'avoue, les gens, genre, oui, je veux acheter sur Paris. Moi, j'entends, oui, je veux devenir astronaute. C'est un peu ça, un peu ça. Bah, tu rembourses jusqu'à la fin de ta vie, enfin, probablement. En tout cas, moi, je sais que, bon, là, je contracte après de 30 ans. Même pour moi, là, dans 30 ans, je suis plus en vie. Donc, je rembourse jusqu'à la fin de ma vie. Donc, au final, payer un loyer, bon... Le manuel de sabotage a été rédigé à une époque où la plupart des travailleurs faisaient tourner des machines. Mais ces méthodes s'avèrent tout aussi efficaces à une époque où le gros du travail ne repose plus sur les machines, mais sur les facultés du cerveau humain. Les auteurs du manuel seraient épatés par la redoutable efficacité de notre sabotage. Seuls 20% des employés sont investis dans leur travail. Leurs encadrants ont rarement les qualifications requises. Et ceux qui font le travail sont ceux qui profitent le moins de ces retombées. Okay. Pourquoi créons-nous, nous, la société, des environnements au sein desquels les gens font du très bon travail, un travail nécessaire, un travail bénéfique, mais dans des conditions éreintantes qui les poussent vers la sortie?
Comment faire en sorte que le cadre et l'environnement dans lesquels les gens travaillent contribuent autant que possible à leur développement et leur épanouissement personnel. On connaît depuis longtemps déjà l'importance de l'ergonomie, de concevoir des meubles et des outils adaptés au corps humain. Vous le trouvez peut-être mal fichu, ce corps, mais il est ainsi fait. Est-ce qu'il faut parler du truc de... C'est où que j'avais vu ça, ce bazar que les open space, en fait, ça semble convivial, mais ça a été pensé pour surveiller finalement encore plus d'avantages. Enfin, il y avait tout un truc comme ça sur les agencements des bureaux et l'évolution au travers du temps, qu'on est passé aux cases fermées, aux open space, et qu'en fait c'est pire. Il y a un délire comme ça. Moi, je parle d'ergonomie sociale et psychologique. Qu'est-ce qui nous fait avancer? Je n'ai pas du tout là-dessus, pardon, mais... Ce que je trouve étrange et que je n'arrive pas à comprendre, c'est que j'adore le boulot que je fais en ce moment. Qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu fous dans ce reportage? Ils disent mais partez, allez-vous-en. Pour la première fois en 20 ans, je fais quelque chose qui me tient vraiment à cœur et qui est utile. Je bosse dans un secteur qui a du sens. Et pourtant, j'ai toujours des symptômes de burn-out. Comment j'en suis arrivée là? À quel moment ça a foiré? Peut-être que j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Et pourquoi je fais des crises de panique? Un même travail peut très bien vous rendre malade et à moi, parfaitement me convenir. Oui. De nombreuses études menées par divers chercheurs ont permis d'identifier 6 points précis. Je vais commencer aussi toutes mes phrases par diverses études, de nombreuses études conduites par divers chercheurs, et puis je dis un truc. Où le niveau d'adéquation entre une personne et son travail laissera augurer de la suite. S'il y a adéquation, la personne s'investira dans son travail. S'il y a incompatibilité, il y aura un risque de burn-out. On sait prévoir ça? On sait prédire ça? C'est quoi avec les tests MBTI? Le travail ne sur INFPJ? Ça laisse jamais. Et tout est fait dans l'urgence. Le moindre projet est à livrer pour la veille. Le facteur évident, c'est la charge de travail. C'est certainement le facteur le plus étroitement lié aux problématiques d'épuisement. En gros, il y a déséquilibre ou inadéquation quand la charge est très élevée et qu'on manque de ressources pour y faire face. On manque de temps. On ne dispose pas des informations ou des outils nécessaires. Et de ce fait, on est dans l'impossibilité d'accomplir notre tâche. On se sent nul. Alors que c'est souvent pas de notre faute. C'est vrai que plus j'ai été jeune et plus j'ai fait des trucs comme ça, surtout dans les jobs d'étudiants où j'étais putain merde, j'arrive pas et t'oses pas demander, mais en fait littéralement on t'a pas expliqué certains trucs et c'est normal que tu saches pas. Et moi j'étais à mort sur mais merde, en fait je suis naze, en fait je sais pas faire, genre je me souviens toujours d'un truc. Petite anecdote, pardon. Hein. J'avais fait un job d'étudiant dans un magasin de vêtements. J'étais ado. J'étais comme ça, genre à la cave. Il me montrait pas dans le magasin. Non, ne le montrez pas dans le magasin, lui, s'il vous plaît. J'étais dans la cave et je devais trier les vêtements par collection. Et en fait, il me disait, bah du coup, voilà. Et puis je dis, mais moi dans ma tête, c'est quoi? Mais oui, mais je connais pas les collections, moi. Et en fait, tu ouvres les trucs et tu les classes par collection, voilà. Mais comment est-ce que je... Et j'ai pas osé dire comment est-ce que je sais. Et en fait, à la fin, j'ai vraiment compris, il n'y a pas moyen de savoir, fallait que je connaisse. Enfin, il y a une espèce d'intuition, parce qu'on me disait, mais si, regarde, tu vois, l'école comme ça, c'est simple, en fait, c'est l'école comme ça, tu vois, l'école sont cette forme-là, machin. Et à chaque fois, on me disait un truc un peu flou comme ça. Et je sais, mais... Je suis teubé ou quoi? Putain, et j'ai jamais compris, hein. J'ai jamais compris. Et c'était pas écrit, c'était une espèce d'intuition de mais non mais ça se voit parce que tu vois regarde un peu de ça c'est la même collection, ça par exemple ça va avec ça, enfin tu vois ça se voit quoi. Et ça m'a rendu fou. Ah bon?
C'est un processus sans fin. C'est infini, ça s'arrête. Et en vrai, personne ne savait, je crois. Ouais, on avait peut-être. Jamais. À peine tu finis un truc qu'on t'en rajoute d'autres. Parce qu'il faut conquérir les marchés étrangers. Deuxième facteur, l'autonomie, à savoir le fait... Et après un moment, on m'a dit, genre, écoute, par contre, Romain, désolé, mais bon, on va pas pouvoir te garder. Job d'étudiant, on rappelle. Parce que bon, t'es vraiment lent, quoi. Et moi, je sais pas dire, oui, mais je sais pas ce qu'il faut faire, putain, je sais pas. C'est pour ça que je suis lent, parce qu'à chaque fois, je tiens un truc et puis je fais... Ceux qui sont plus rapides, je crois qu'ils juste, tapent juste dans le tas, ils ont essayé de faire moins bien. De pouvoir décider, dans une certaine mesure, de la meilleure façon d'accomplir son travail en l'état actuel des choses. Bizarre. Ou son contraire, quand on ne vous laisse aucune latitude, tu dois faire ça. Ce qu'on constate, c'est qu'une grosse charge de travail assortie d'un fort pouvoir de décision, ça passe. Mais sans aucune latitude, ça casse. C'est comme Sisyphe qui pousse son rocher et le voit retomber tous les soirs. Les récompenses. Quand les récompenses sont insuffisantes, quoi que vous fassiez, vos bons résultats, votre capacité à tenir les délais, à faire les choses, tout ça passe inaperçu. La récompense ne se limite pas au salaire ou aux avantages. Tout ça compte, bien sûr. Mais en règle générale, ce n'est pas ce qui importe le plus. Ce qui importe, c'est que ça ait du sens. La reconnaissance sociale. Ah, ok. La valorisation. Le fait que quelqu'un prenne la peine de vous dire « Oh, dis donc, tu nous as sortis d'un sacré pétrin. » Ah ouais. Oui, ok, oui. Oui, d'accord. Oui. Tu as réussi, merci beaucoup. Sans toi, on y serait encore. Je sais pas si ça suffit, mais oui. Des petites attentions de ce genre. Bien, ouais, je l'ai mis. Puis un de ces quatre, j'aurais leur logo dans les yeux et je me mettrais à marcher comme un zombie. Moi, je sais pas, parce que je sais pas, c'est le manager qui vient te dire de manière automatique, genre, eh ben en tout cas, vraiment, super boulot, hein, génial. Je sais pas si ça suffit, si de toute façon t'es payé vraiment tu viens tous les jours, mais t'as juste ce qu'il te faut quand même pour vivre, machin. Et tu viens tous les jours et tu as l'impression de travailler trop et d'avoir des charges de travail énormes. Et en même temps, tu n'as même pas de quoi faire des excès à côté niveau thune. Et ça paraît quand même servir à rien, machin. C'est pas parce qu'on te dit, en tout cas, on doit une fière chandelle. Hein. Je sais pas si ça sauve tout. Mais... On nous disait, vous devez incarner nos valeurs et agir en catalyseur de changement. Et vous devez faire ci et ça. La communauté, c'est votre environnement social, les gens que vous côtoyez au quotidien. Ici, les horaires sont flexibles. J'ai pas eu de collègue depuis 10 ans. Le temps de travail est flexible. Mais il y a une réunion tous les jours à 10 heures. Elle est où la flexibilité? C'est réel. Je peux venir de midi à 21h? Non. C'est pareil, quand j'étais en agence, là du coup c'est le seul boulot vrai que j'ai fait en début de vie active, donc quand j'étais dans la pub, tout ça, il y avait le côté, non mais en vrai tant que ce que tu dois faire est fait, voilà, que ça tient les deadlines pour les clients, il n'y a pas de souci. Hein. Et en vrai ça fait que bah oui, quand j'avais un peu moins de boulot, tu peux arriver à 9h30 au lieu de 9h. Et partir parfois à 5h30 le vendredi, si t'as bien fait ta semaine. Mais c'était présenté vraiment comme... Mais non, mais en vrai, ici, il n'y a pas d'horaire. Hein. Tant que t'as fait les trucs, machin. Et il y avait des fois où aussi, j'avais littéralement... Je savais que j'allais rien avoir à faire de la journée. Alors du coup, je vais rester chez moi parce que je n'ai rien... Vraiment, là, je ne vais rien avoir à faire. Il y avait des journées, j'étais sur YouTube toute la journée. Et c'est d'ailleurs beau parce que c'est parce que je traînais sur YouTube tellement il y avait des journées que j'ai rien à faire à la fin que... Je commençais à regarder plein de chaînes et je suis en train de me dire je ferais bien une chaîne YouTube, mais je ne l'ai pas fait. Parce que comme vous le savez, je suis juste streamer. Fonctionne bien. Pas de passé de youtubeur. Il y a un certain soutien social, un soutien mutuel, que l'on s'entraide, que dès qu'une chose n'est pas claire, on s'explique. Ouais, par contre, le nombre de fois où je suis resté jusqu'à des 22-23 heures parce qu'il y avait un truc, une offre à remettre et qu'on allait peut-être gagner un nouveau client et machin, et du coup tu restes jusqu'au soir. Et non, il n'était pas payé plus, ouais. Et ça me dégoûte, dégoûte de l'avoir fait, vraiment. J'ai honte de moi, vraiment. Mais à ce moment-là, c'était genre, bah ouais, de ouf, putain, trop bien, attends, faut qu'on finisse, que le truc soit bien pour demain, va. Horrible,
Dégueulasse. Il y a eu une fois, j'ai déjà dit ce truc-là quand même. Non, je sais plus si j'ai dit ce truc-là. En plus, c'est lié à mes anecdotes de cambriolage. Les fameuses, les vieilles anecdotes de cambriolage. Où il y a eu... mais c'est pour vous dire, comme j'étais matrixé à ce moment-là. C'est pas ma dernière année là-bas. Hein. Là, je parle de la première ou la deuxième avant que je commence. Enfin, mais c'est bizarre. Même après être parti là-bas, j'avais pas encore tout compris comme maintenant. Mais je me suis fait cambrioler... pendant qu'on devait rendre un truc, pendant que j'étais là, que je restais tard au boulot et tout, parce qu'il fallait rendre un truc le lendemain et tout, et que je restais tard le soir et tout, je me suis fait cambrioler, et j'ai eu un appel de mon propriétaire, voilà, on t'a cambriolé, machin, et je me suis dit, ouais, mais je peux pas rentrer, il faut finir le truc pour demain, c'est pas fini, quoi. Et c'est fou, c'est complètement dingue. Je me suis dit, non, de toute façon, c'est bon, c'est fait, je suis cambriolé, c'est bon, c'est fait, ça ne saurait pas être plus cambriolé, donc je vais finir ma présa avant de rentrer. Et après, je me souviendrai toujours, je suis rentré chez moi à 11h, je sais plus, machin, où il faisait tout nuit et tout, machin. Là, ça va, parce que j'avais pas beaucoup de biens, c'était vraiment une chambre, c'était une seule pièce, quoi, partagée avec des colocs, tout ça. Et t'avais la pièce tout en bordel parce que du coup tu sais ils ont tout fait valdaguer, le pièce recouverte d'objets comme ça, et je me suis juste couché sans ranger les objets comme ça, je me suis juste couché dans mon lit au milieu de la pièce, vraiment toute défoncée avec toutes des affaires par terre et tout. Ça, c'est un souvenir, vraiment un souvenir qui m'a marqué. Ton travail. Ah putain la vache. C'est fou, hein. Quelle vie. Ah, ça, je vous dis ça, c'était il y a 10 ans. La confiance, le respect et en bonne intelligence. la tristesse de la situation, ouais, c'est dingue. Ouais, c'est fou. Quand tout ça fonctionne bien, très honnêtement, c'est de l'or en barre. J'ai eu beau les prévenir. C'est marrant parce que là, franchement, là, maintenant, on est en pensée à ça et je devrais plus souvent y penser. Je me dis, elle est pas si mal. Ma vie maintenant, ma vie maintenant est pas si mal, en fait, ça va. Franchement, c'est plutôt sympa. Ça fait très scène de film, ouais. Moi, je m'en souviens comme une scène de film. Écoutez, ça va trop loin. Et je sais plus si on a gagné de clients. Je sais plus si on a gagné de clients. À cause de ça, j'ai fait un burn-out. Ils s'en fichaient. Ils ont caché la poussière sous le tapis et ils ont continué à faire ce qu'ils avaient à faire. Quand les gens sentent qu'il y a de l'injustice, qu'on les traite inéquitablement, ouais. Ils deviennent très vite cyniques. Et si un conflit de valeurs s'ajoute, c'est encore pire. Il faut être attentif aux gens et tenir compte de leur mode de fonctionnement. Qu'est-ce qui les motive? Qu'est-ce qui les incite à faire de grandes choses? De quoi ont-ils besoin pour se ressourcer et rebondir, en gros, pour bien vivre? Ouais, mais il y a quand même un problème dans tout ce qu'elle dit. On est quand même sur des trucs un peu, du coup, Chief Happiness Officer, en mode oui, mais bon, ça va quand même exister. Il y a quand même des gens qui doivent travailler trop dans des bureaux. Donc, est-ce qu'on pourrait pas un peu plus écouter? Comment est-ce qu'ils pourraient être ah, mettez-leur un baby-foot. Bon, j'ai l'impression que, bon, finalement. Elle a une balançoire, voilà. Je leur demande ce qui aurait pu changer la donne, selon eux. Et leur première réponse est, et de loin, quelqu'un d'autre. Avec le recul, je ne suis pas étonnée d'avoir fait un burn-out. T'en crois quelqu'un d'autre, pardon? Leur réponse est, qui aurait pu changer la donne, selon eux. Et leur première réponse est, et de loin, quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre, quoi, hein, comme patron? Avec le recul, je ne suis pas étonnée d'avoir fait un burn-out et d'avoir mis très longtemps à m'en remettre. Mais j'ai aussi beaucoup de chance d'être en mesure désormais d'en reconnaître les... Pardon, parce qu'il y a Big C là qui dit une fois sur une réunion, on m'a demandé de me définir en tant que schtroumpf. Signe avant-coureur. J'espère mieux les repérer à l'avenir. Mais c'est vrai que quand on est... quand on prend du recul et qu'on est là comme ça, putain, le monde du travail, mais vraiment, et ça fait vraiment peur. Et vraiment, on dirait vraiment que tout le monde est tout le monde est complètement fou. Hein. Tout le monde est... Non mais quand on prend un petit peu de recul,
c'est parce que j'ai plus le nez dedans totalement. Et encore là, en ayant remis un pied dans le freelance, donc en traînant parfois en interne, quand même, c'est parce que je dois pas aller dans un même bureau tous les jours, même heure et tout, donc ça va, mais de revenir quand même dans un esprit un peu réunion et machin, je me dis, mais maintenant je le fais avec un espèce de nonchalance et de rien à foutre qui fait que c'est plutôt agréable. En fait, c'est genre, tout le monde est ridicule, c'est bizarre et c'est presque rigolo, même parce que il y a tout le chemin avant, mais franchement, c'est vraiment, tout le monde est fou, quoi. Et tout le monde est dedans, tu vois, donc on se rend pas compte, et puis comme ça, et c'est très bizarre, hein. Vraiment, c'est très étrange, hein. C'est absurde, c'est très étrange. Nos histoires se ressemblent beaucoup, finalement. On a tous couru après une sorte de mirage. Ouais. On s'est perdu en route, et c'est là que ça a mal tourné. On n'était plus capable de prendre des décisions en accord avec nos désirs, donc plus capable d'être heureux. J'aurais aimé avoir ce soutien en grandissant. J'aurais aimé que quelqu'un soit là pour me soutenir. Je n'aurais pas été aussi déprimée, aussi dure envers moi-même. C'est ça, pour moi, c'est ce qu'on va retenir quelque chose. Bon, peut-être qu'il y aura une meilleure conclusion encore après, mais trop le réflexe de on nous apprend à être dur envers soi-même. Alors qu'en vrai, franchement, Osef, quoi. En vrai, on s'en fout. On s'en fout. Et en plus, s'il y a un problème, on dit ah putain, mais il y a un problème, le responsable, non. C'est au moins le seul avantage du salariat, c'est au moins s'il y a un problème, en fait, c'est pas ton problème, c'est le problème de la personne au-dessus de toi, en fait. Beaucoup de choses se jouent entre 13 et 18 ans. Et puis tant que c'est pas une faute grave, au pire, bon, tu seras du coup licencié avec chômage. Donc ça va, tranquille en vrai, tranquille. Tranquille. C'est un âge où on a besoin d'un soutien émotionnel. Et moi, je n'en ai pas eu. Je n'avais jamais vraiment parlé de tout ça. C'est quoi la tendance là, le truc là? Moi je pense que c'est ça la meilleure méthode, le truc, le quiet machin, je sais pas quoi là, le quiet quitting, c'est pas ça? Le truc de vraiment faire le minimum du minimum en n'ayant aucun investissement personnel. En fait, j'en ai rien à foutre. Je suis juste là parce que voilà. Et puis bah tant pis, au moins ça c'est le. Mais alors c'est que c'est chiant parce qu'en faisant ça, tu peux accentuer l'aspect d'inutilité et de vide de sens et tout. Mais de toute façon, quand tu l'as atteint et que tu as atteint un certain stade et que tu peux vraiment plus trouver du sens dans ton travail, au moins faire ça, ça permet de bon voilà, et j'y vais. Mais au moins tu le fais un peu genre c'est un truc chiant à faire. Genre comme faire la vaisselle ou quoi, mais t'as plus cette espèce de boule au ventre de ah j'ai peur, ah putain je suis une merde. Au moins tu te débarrasses de ces choses-là quoi. Au moins. De ce que j'ai vécu. Après j'en sais rien. De comment je l'ai vécu. Je le savais au... Ouais, ça c'est déjà arrivé un vendredi à 15h30 que je dise à mon chef aller à lundi en partant, en sachant qu'il y a une gigamerde à gérer et qu'il y en a jusqu'à pas d'heure. Bah oui, parce que surtout quand tu es dans une position où tu sais de ça va en vrai, je vais pas en perdre mon emploi machin, puis du coup c'est genre aller Osef machin. Mais il y avait pas la vanne par contre quand tu pars un peu tôt, c'est horrible hein, cette vanne. Tout le monde la connaît, je suis sûr que tout le monde l'a fait partout dans tous les open space. De quand tu pars un peu plus tôt, genre à 17h30 ou le 18h. Et bah quelqu'un dit un truc du genre ah t'as pris congé? T'es en congé? T'es pas en vacances? T'as pris congé ou quoi? Eh ah t'es en congé? Ah non ou alors non c'est bon après-midi. Bon après-midi, t'as pris ton journée, t'as pris ton après-midi, voilà c'est ça, bon après-midi. Eh bon après-midi hein, t'as pris ton après. Quel enfer. Au fond de moi. Mais je n'en avais jamais parlé. Et en fait, c'est une bonne soupape. Un bon moyen d'éviter. Et c'est fou parce que du coup, tout le monde, alors que c'est censé être un autre collègue, quoi, qui est dans la même merde que toi, machin, se met une espèce de... Ouais, c'est ça. Tout le monde surveille comme un manager alors que c'était... Mais parce que du coup, bon, c'est peut-être, on revient sur le point qu'il en dit avant, le côté d'équité. Genre, voilà, attends, pourquoi est-ce que tu partirais alors que moi, je partirais pas? Moi aussi, j'ai envie de partir, mais toi, tu pars. Du coup, ça m'énerve. Et en fait... Et les gens se liguent les uns contre les autres. Alors c'est pas grave, on fait des team building après dans des Qu'est-ce qu'on fait comme team building? Je retrouve pas le terme, putain, allez. Un escape game. On n'avait jamais parlé avant.
Librement. Escape room, voilà. Faire un escape room. Et en fait, du coup, ça va parce que ça ressoude un peu l'esprit d'équipe. Et très marrant quand même, l'escape game, l'escape room, la machin rigolo. Tu m'as tagué sur Facebook? Non, c'était la première fois. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est une bonne soupape. Un bon moyen d'évacuer ses frustrations. Tu n'en avais jamais parlé avant? Librement, comme ça? Non, c'était la première fois. Ah ouais? Donc lui, il est venu parler pour la première fois de ça dans l'émission, dans le tournage là, quoi. Merci à toi. Il n'est pas encore... Ok. Je voudrais dire que ce qui m'a scotché... J'ai rien vu du docu. Mais oui, mais les gars, bon, maintenant il y a des horaires. Faut venir à l'heure. C'est ce groupe, la force de ce groupe. Ce que vous voulez que je vous dise? Clairement. Et vous êtes exceptionnels. Vous êtes vraiment exceptionnels. Donc, merci. Merci de m'avoir écouté. J'ai la larme à l'œil encore. En vrai, c'est beau parce qu'on voit que vraiment le tournage a dû durer longtemps, que c'était sur un truc où on les observe, ils parlent de leur truc et tout, et à la fin, il y a un truc humain là. Ça compte beaucoup pour moi, vraiment. Bref, merci. Pardon, je suis là depuis le début, t'es un fou. Ah pardon. Je disais j'ai rien vu parce que le chat est incroyable. Ah pardon, j'étais ouais, comme dit Agathe au-dessus là, à cheval sur les oreilles. Je suis désolé, j'ai parlé comme un manager. Je suis désolé, Gouache. C'est vrai que mais moi-même j'ai pas suivi beaucoup du docu parce que je lisais beaucoup le chat aussi. Je m'excuse. C'est incroyable ce qu'un groupe de soutien peut faire. Je ne m'attendais pas à un tel résultat. Je trouve que c'est très précieux. Très, très précieux. Carla, je peux te dire quelque chose? Oui. C'est quoi? Un jour, je passe un entretien d'embauche pour une boîte branchée. Une boîte branchée, bon déjà. Une boîte branchée. À Bruxelles, j'ai vu des gens sortir du bureau un vendredi 18h comme si c'était naturel. J'ai pas accepté leur contrat. Je comprends pas la... Quoi, c'est quoi? C'était parce que... Ouais, j'ai fait du leadership. On pourrait croire que c'est dû à la lumière, mais non. Il y a quelque chose qui a changé chez toi. Vraiment? Qu'est-ce qu'il dit, lui? Carla, je peux te dire quelque chose. Il a retrouvé le sourire, qu'est-ce qu'il fait? On pourrait croire que c'est dû à la lumière, mais non. Il y a quelque chose qui a changé chez toi. Vraiment? C'est clair. Il attaque. Si je devais résumer ce que j'ai vécu ici, je dirais que ça a été très cathartique, comme une sorte de purge. Il s'est dit, allez, c'est bon, je vais un peu mieux là. Vanessa a employé ce terme et c'est très juste. La journée d'hier a eu un effet catalyseur pour moi. Je me suis dit... Quelqu'un qui a déjà vu le reportage La gueule de l'emploi? Vous n'avez pas déjà conseillé? Je sais plus maintenant, ça me dit quelque chose maintenant. Je crois, moi je l'ai jamais vu. Moi je connais pas. J'ai pigé. Oh merde, il est mort. Ah non, ça va. C'est un striptease? Ce que ma mère et mon père m'ont toujours dit depuis que je suis petite s'est mis à avoir du sens. Et j'envisage de faire pareil avec mes propres enfants. Ça, quand vous avez des trucs comme ça, par exemple, la personne qui a dit ça, n'hésitez pas dans le Discord. Hein. Normalement, c'est bien rangé. Maintenant, il y a des salons. Il y aura, je ne sais plus ce qui peut être pertinent pour ça, mais peut-être dans... Je sais pas. De toute façon, si ça rentre pas dans les trucs, je crois qu'il y a un truc divers ou autre, non? Je sais plus. Enfin bref. N'hésitez pas à partager des choses. Mes parents m'ont toujours laissé libre de mes choix. Ils ne m'ont jamais poussé à faire quoi que ce soit. Ils me disaient, Gemma, tu sais, si tu travaillais dans un fast-food ou autre, que tu arrivais à en vivre. Oui, juste le Ross, effectivement, j'étais CR. J'étais CR, ouais. J'étais CR. Et que tu te disais, en agence. J'adore mon boulot, j'ai de super collègues. Eh bien, si c'est ce boulot qui te rend heureuse, tu sais quoi, vas-y. Ah merde. Lui, il va mal. Hein. Regarde pas comme ça. Comme cadre référent. Non, comme copywriter. Pendant des générations, les gens ont pensé qu'ils travaillaient vraiment dur et ils s'étaient donc dit... Pardon, non, en français, vous dites... Oui, en France, vous dites concepteur-rédacteur. Oui, pardon, concepteur-rédacteur en France, oui. Nous, on dit... Nous, le nom du boulot est en anglais, mais...
Concepteur rédacteur en France. Qu'un jour, il créerait un monde où l'on n'aurait plus à travailler autant. Des robots se chargent... Nous, c'est copywriter comme le même terme que les mecs qui sont des chaînes de marketing, comme Stan Leloup, qui est copywriter. Le copywriting, des tâches pénibles et répétitives qui nous rebutent. La Belgique américaine, bah non, mais c'est juste qu'on n'a pas que le français comme langue. Oh là là, mais tout tourne autour du français hein, chez vous, c'est dingue. Hein. Ouais, tout est francisé hein, chez vous. Nous, beaucoup de choses sont en anglais parce qu'à Bruxelles, il y a 2 langues. Voilà, voilà. Le système dans lequel nous vivons... Oui, c'est vrai qu'il faut écouter la conclusion au lieu de me demander si je parle le flamand, mais non, évidemment que non. Conclusion, c'est parti. Ça commence par le système. Le système dans lequel nous vivons actuellement est un système capitaliste supposé efficace. Le mot est lâché. Le mot est lâché. Il est capable de répartir les richesses de façon à maximiser la rentabilité de la production. Il a beau rendre les gens malheureux, il œuvre au bien commun puisqu'il s'agit du système le plus efficace jamais imaginé. On pourrait penser que tout système efficace devrait être capable de redistribuer les richesses de sorte qu'on travaille moins et que tout le monde mange à sa faim. Ce serait pas mal. Sans ça, c'est que ça ne tourne pas rond et que ce système est d'une inefficacité folle. Chut. Merci Dame Swed pour le prime. Risible. On devrait revoir notre conception de l'économie, oublier tout ce qui est production et consommation. Bon, après tout ça, on peut le dire aussi. Le gros du travail consiste non pas à fabriquer des choses, Putain, que ça me cringe, un gosse qui pleure. à les remplacer, ni même à les transformer, mais à s'efforcer de les maintenir en bon état. Il faut prendre soin des choses, sans quoi elles se délabrent. Ah, il est fort. Hein. Puis ils nous disent, vous savez, on va créer des robots et tous nos emplois vont être supprimés. C'est un gros problème. En fait, non. Ça ne devrait pas. Ce n'est pas bon d'avoir trop de temps libre. Les gens vont déprimer. Ils vont passer le plus clair de leur temps avachis devant la télé. Faux. Ils ne sauront pas quoi faire de leur journée. Ah, c'est faux. Merci Super Matou. Et je sais qu'il le pense aussi. Hein. Merci Super Matou pour les 2 mois, merci. Mais les gens veulent apporter leur contribution et rendre le monde meilleur pour ceux qui les entourent. Et c'est justement livré à eux-mêmes qu'ils sont le plus susceptibles d'être utiles. Oh putain, c'est réel. Regarde, lui maintenant, qui glande, et ben bam, il répare sa moto. Comment être sûr qu'on... La conclusion claquée au sol. Oh, c'est pas parce qu'il dit des trucs simples et avec lesquels on est tous d'accord. Non, c'est réel. Voilà, il fait un bon résumé. C'est bien de le rappeler. C'est bien de le rappeler. On ne va pas créer un monde rempli de mimes de rue en kikinant, ou encore de poètes médiocres, ou de musiciens exécrables, de savants farfelus qui croient à la terre creuse ou bricolent des machines à mouvement perpétuel. Mais il suffit qu'un seul de ces piètres musiciens devienne un Miles Davis ou un John Lennon, ou qu'un de ces farfelus soit le nouvel Einstein, et là, l'investissement ne sera pas loin d'être rentabilisé. Einstein, ouais. Oui, moi je pense qu'on doit s'ennuyer. On doit s'ennuyer énormément. On n'a plus le temps de s'ennuyer. Et si on s'ennuie, c'est super en fait. Si on s'ennuie, on crée. Ou alors, bah, qu'est-ce qu'on fait? On prend soin de soi. C'est super. C'est super quoi. C'est trop génial de s'ennuyer, d'avoir le temps. De prendre le temps. On n'a plus le temps aujourd'hui, hein, on n'a plus le temps de rien, on n'a plus le temps en fait. Ah là là. On n'a jamais le temps de s'emmerder. Et du coup, ben bon, on file comme ça au travail. Bon, je vais pas essayer de faire. Il a fait une très bonne conclusion. Je répète juste la même chose en moins bien.
L'ennui stimule la créativité, mais de ouf. C'est génial. Imaginez le nombre de gens que si là on les met... Et en plus, si la plupart du temps, quand il y a des gens qui, quand sont genre en situation genre de chômage et qui glandent, c'est parce que c'est ancré dans le concept de ils se disent ah putain mon travail avant était horrible et avant que je dois avoir trouvé un autre et tout et que ce sera horrible, là je vais glander à mort et tout, mais ça serait complètement différent si t'es pas dans cette mentalité, si t'es pas dans un truc de t'es obligé de travailler, c'est horrible, machin, et du coup là tu t'aurais beaucoup plus pensé en amont, hein, mais comment j'ai envie de m'occuper, comment j'ai envie de... Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et là du coup en fait tout le monde serait heureux putain.